Bonjour, Anne Freinet de Bordeaux. Je vais vous parler aujourd'hui justement des limites du désencombrement. Alors, mes conflits d'intérêts, j'en ai aucun. Je ne pouvais pas commencer cette présentation avant de faire un hommage à Joël Barthes, qui a été un de mes professeurs pour le DU de Respi. Voilà, petite pensée pour lui. Alors, le désencombrement, je ne vais pas tout reprendre parce que ce n'est pas du tout le sujet là, mais vous voyez que finalement, on a quand même beaucoup de choses, des techniques expiratoires, des techniques inspiratoires, des techniques instrumentales, des techniques rapides, des techniques lentes, des techniques positionnelles. Donc finalement, on a beaucoup de choses sous la main pour désencombrer nos patients. Mais ça, c'est quelque part, ce n'est pas vraiment la problématique. Ah, c'est là, pardon. Les problématiques, c'est ça finalement, c'est de gérer les compliances éventuellement, notamment le volume inspiratoire suffisant, la force musculaire, la glotte, la qualité du fonctionnement de la glotte, la qualité et la quantité des sécrétions, le comportement des bronches et l'état neurologique de nos patients. Alors, effectivement, c'est pas parce qu'on sait désencombrer qu'on gagne à tous les coups, puisqu'on doit s'adapter aux consignes, au contexte. Et c'est vraiment le point sur lequel je voudrais amener cette présentation aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je peux pas. Ah, voilà. Un tout petit clin d'œil sur cette figure que j'ai vue hier sur une présentation et que j'ai trouvée très intéressante, où vous voyez le côté compétent, là, qui dépend de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Bon, ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le côté contexte. Et c'est ce que je vais essayer d'évoquer avec vous aujourd'hui, puisque nous, on évolue en réa auprès de patients critiques, et donc on doit toujours, à mon avis, se poser la question du bien fondé de nos techniques, ou en tout cas nos choix. Et pour ça, j'ai pris un petit exemple que vous avez tous, je pense, connu, qui est l'exemple de la détresse respi en réanimation, avec un patient dyspnéique qui désature et une infirmière qui appelle pour nous demander de venir voir le patient parce que, voilà, c'est la première idée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on désencombre notre patient comme ça, sans se poser de questions? On arrive, il est désaturant. Ou alors, et je pense que c'est ce que vous faites aujourd'hui tous, est-ce qu'on l'évalue? Est-ce qu'on reprend l'histoire de la maladie? Est-ce qu'on l'ausculte? La radio, la notion d'encombrement. Peut-être que ce patient, il n'était pas encombré, peut-être que vous ne l'avez même pas vu le matin et que vous êtes appelé à 14 h. Donc là, un point important, prudence. À mon avis, c'est un point essentiel, c'est savoir pourquoi ce patient désature. Parce que ce patient désature il peut faire, par exemple, un OAP. D'accord? Et là, on a des éléments, nous, cliniques, pour être sur cette piste. Mais il n'empêche que ce patient-là, le désencombrement, ce n'est pas une bonne idée. Et si vous le désencombrez, vous n'allez pas pour autant vraiment le détériorer, mais vous n'allez pas l'aider, c'est certain. Ça peut aussi être une embolie pulmonaire. Et c'est la même chose. Évidemment, là, par contre, ce ne serait vraiment pas du tout une bonne idée. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas toujours les éléments pour être sûr qu'on n'est pas délétère. Mais ça peut aussi être une atélectasie. Là, on a notre rôle. Ça peut aussi être une pneumopathie hypoxémiante, éventuellement sécrétante. On peut avoir notre rôle. Ça peut être un bronchospasme. On peut aussi avoir notre rôle. Et puis, ça peut aussi être juste ça. Et ça nous est tous arrivé, de voir que l'oxygène n'est pas bien branché pour le patient. Et tout ça, ça nous amène à nous dire quand même que sur une situation de départ, on a plein de possibilités. Alors, qu'est-ce qui fait finalement qu'on fait les bons choix ou qu'on doit réfléchir pour faire les bons choix? Eh bien, c'est ce terme compliqué là que je vous ai mis de métacognition, c'est-à-dire moi, kiné, est-ce que je suis capable de faire la différence, de savoir que là, je vais faire ce qu'il faut ou pas? Ça dépend de quoi? Eh bien, de l'expérience quand même du kiné, c'est sûr, mais aussi de la prescription médicale, parce que finalement, on ne travaille que sur prescription médicale, sur le recul nécessaire sur les situations cliniques et aussi sur la vie pluridisciplinaire, les infirmières,
vous le savez bien, elles vous disent « moi aujourd'hui je ne le sens pas ce patient, il est différent, je ne comprends pas, ce n'est pas la même situation qu'hier ». Donc finalement la question c'est ça, est-ce qu'on est dans la bonne indication? Alors je vais reprendre rapidement toutes les situations qu'on peut rencontrer, j'en ai sûrement oublié, mais que vous avez tous rencontrées, où vous vous êtes dit là, est-ce que c'est une bonne idée? Je vous rassure, j'ai trouvé extrêmement peu de littérature, donc je vais vous donner un avis parfois clinique, mais finalement on est des cliniciens, donc on pourra discuter après de tous ces aspects. Et le premier aspect, c'est ça. Vous savez bien, par exemple, chez les traumatisés crâniens, ceux qui travaillent dans les réa-chir traumatisés crâniens, eh bien parfois, ce n'est pas une bonne idée de drainer le patient qui a par exemple une pression intracrânienne très importante, d'accord, ou qui ont des troubles tensionnels importants associés à cette mesure de pic. Donc attention, ce n'est pas forcément une contre-indication, vous le savez, parfois il faut les drainer, mais il faut peser le bénéfice-risque. C'est la même chose quand même pour, par exemple, ici, le cœur. Vous le savez, parfois on a des patients, ils sont sur un trouble du rythme, ils sont très encombrés, ils sont en détresse ou ils sont en difficulté respiratoire. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Eh bien, encore une fois, je ne vous dis pas non, je vous dis juste que là, il faut mesurer ça. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de voir ce patient? Les syndromes compartimentaux abdominaux. Alors, moi, je travaille en réa digestive. Eh bien, on est confronté à ce type de patient très régulièrement avec une modification plutôt de la ventilation, avec une CRF très augmentée. Ces patients-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut dire que l'aspect ventilatoire est évidemment essentiel, c'est sûr. On veut les recruter. On va trouver des solutions. La VNI, le fauteuil. Mais le désencombrement, pour autant, est-ce que c'est vraiment l'indication? Je ne vais pas vous dire non. Parfois oui, parfois il y a des atélectasies qui font que les patients sont sécrétants, mais pas toujours. Donc encore une fois, l'indication, elle existe, mais elle est à réfléchir. C'est pareil pour ça. Vous avez tous eu, je pense, ces patients à risque d'éventration, voire d'éviscération, qui sont très encombrés. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas forcément dire d'emblée « Eh bien non, je ne le vois pas ». Si, parfois on peut le voir. On peut l'aérosoliser, on peut l'aider, notamment en traitant la sécrétion, en facilitant le changement de posture, mais peut-être réfléchir à la gestion de la toux. Donc tout ça encore pour dire que c'est une indication, mais une indication à réfléchir. Alors il y a des situations qui ne sont pas aussi simples. Par exemple, ce type de situation, parfois on vit ça, le patient, on sait, on a l'info qu'il a un anévrisme de l'aorte thoracique, il est encombré, il n'a pas été opéré de son anévrisme. Ben, moi personnellement, j'y vais pas, contre-indication jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que, encore une fois, le médecin donne son accord. Alors, on est quand même sur de la kinérespi, on va parler évidemment du poumon, et là, ça devient intéressant puisqu'il y a des situations où quand même, ce n'est pas non plus très conseillé. Le patient qui a une hémoptysie aiguë importante, massive, est-ce que vraiment c'est notre rôle de le désencombrer? Ce n'est pas certain. On a évidemment des traitements médicaux, on peut réfléchir à des choses, mais peut-être que ce patient, on peut le voir plutôt à distance. Je ne reviens pas sur cette étude qu'on a réalisée dans le service où effectivement on s'était posé cette question. Est-ce que le patient intubé ventilé, je n'ai pas noté, mais sédaté et encombré, est-ce qu'on le voit? Et si on le voit, est-ce qu'on génère des complications ou en tout cas des modifications importantes sur les pressions? Et finalement, eh bien, on a montré qu'on n'avait pas d'effet délétère, mais j'insiste encore une fois, ces patients-là, ils étaient sécrétants. C'est, à mon avis, un point important, effectivement. Une autre situation, peut-être que ça vous a traversé l'esprit, en tout cas moi, carrément, de drainer mes patients là quand ils sont en décubitus ventral. Après tout, pourquoi pas? Mais finalement, est-ce que le DV est une indication d'un patient qui est surtout très encombré? La plupart du temps, ça n'est pas le cas. Il est plutôt sur un profil de recherche de recrutement alvéolaire. Donc, on peut encore une fois se poser cette question, même si entre le moment où j'ai fait cette diapo et aujourd'hui, j'ai été amenée à faire un drainage bronchique en DV et c'était nécessaire parce que ce patient-là, il avait un encombrement des parties postérieures de ses poumons. Comme quoi, encore une fois, indication relative à réfléchir. L'ECMO.
Pareil, vous avez des ECMO peut-être dans vos services. Est-ce qu'on draine les patients sous ECMO? La plupart du temps, ils sont en ventilation protectrice. Ça veut dire qu'ils ont un volume qui est minimal, voire un volume quasiment imperceptible. Quand on a un patient qui prend 90 millilitres de VT, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre mes mains pour faire le volume, la pression expiratoire. Et en plus, est-ce que c'est vraiment une idée ou pas? On ne peut pas trop le savoir. Actuellement, on se dit que le malade, son poumon doit cicatriser, mais est-ce qu'on peut quand même le drainer? La question se pose. J'avoue que là, je n'ai pas de réponse. Les volets costaux, pareil. Est-ce qu'il est opéré, pas opéré? Est-ce qu'il est fixé ou pas? Est-ce que vous pouvez vous permettre de le faire tousser? Ce qui est sûr, c'est qu'un volet costal mobile, je ne suis pas non plus sûre que ça soit une très bonne indication. Parfois, les patients, même avec un volet de quelques côtes, peuvent bénéficier du désencombrement. Donc, encore une fois, à réfléchir. Cette situation que vous connaissez, je pense, pour tous ceux qui travaillent en chirurgie thoracique, est-ce que je peux voir le patient qui vient d'être dédrainé de son drain pleural? Eh bien là, il n'y a rien. En littérature, mais alors il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Encore une fois, on réfléchit au bénéfice-risque. Le BPCO qui est très limite, qui est dédrainé de son drain pour que ça lui permette de mieux respirer et qui a quand même une difficulté respiratoire, on a envie de le désencombrer. Peut-être qu'on peut attendre la radio de contrôle, même si maintenant, de plus en plus, ces radios n'ont pas lieu. Est-ce qu'on peut se dire aussi que si on décolle un poumon d'un patient juste avec une kinérespi, il n'aurait pas décollé systématiquement? Bon, toutes ces questions, elles se posent. Le SDRA, on en a parlé. Alors le SDRA, évidemment, là c'est très intéressant, mais ça, évidemment, ça appelle une notion d'inflammation du poumon, avec parfois des patients évidemment très hypoxiques et parfois non sécrétants. Donc encore une fois, est-ce qu'on les désencombre? Eh bien, parfois ils sont encombrés, ça mérite de le faire, mais ça demande une évaluation. Par contre, il ne faut peut-être pas faire une kinérespi à un patient non sécrétant en SDRA parce que peut-être qu'on dérecrute ces patients. Et là, on touche à quelque chose, pour l'instant, pour lequel on n'a pas vraiment de réponse, mais il ne faut pas atteindre le niveau délétère de la kiné respiratoire chez ces patients. Et pourquoi? Eh bien aussi parce que vous le savez, peut-être, en tout cas c'est certain, le SDRA, les lésions sont hétérogènes, donc vous allez pouvoir parfois drainer une zone du poumon et en même temps générer une distension, par exemple, sur une autre partie du poumon. Donc attention à cette indication, encore une fois, relative. Une toute petite diapo sur la pédiatrie, même si ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, pour dire que la pédiatrie, il y a beaucoup de questions, kinérespi pédiatrique, on aurait pu en parler sur une com entière, mais on peut quand même voir qu'il y a des paramètres qui demandent une certaine réflexion, de toute façon, sur la prise en charge, notamment chez des petits bébés avec qui, parfois, on peut avoir des apnées sur les manœuvres de désencombrement. Donc, encore une fois, bien réfléchir. Et je voulais terminer par cette situation que vous connaissez sûrement pour beaucoup, la fin de vie, le désencombrement. Est-ce qu'on aspire? Est-ce qu'on désencombre un patient qui est en fin de vie? Eh bien, là encore, c'est compliqué d'avoir des réponses, mais peut-être qu'on peut imaginer que le point important, c'est le confort, et qu'il y a certains patients qui vont solliciter un désencombrement, ou la famille va demander ce désencombrement, et puis d'autres pas. Donc, encore une fois, de s'adapter à la situation. Pardon, alors je reviens. Les conclusions, j'ai essayé de vous faire un petit tableau finalement, parce que je trouve que c'est important de donner un message. Et vous voyez qu'on a quand même des contre-indications qu'on peut garder en tête, qui, je pense, sont importantes de garder à l'esprit, sur l'embolie, l'OAP, les anévrismes éventuels non opérés, les volets costaux mobiles, les hémoptysies et la pression intracrânienne. Et après, vous voyez toutes ces contre-indications qui finalement pourraient mettre indication aussi relative. C'est-à-dire que sur toutes ces situations, comme chez tous vos patients, on se pose sans arrêt la question de est-ce que c'est une bonne idée? En tous les cas, ma conclusion, c'est que, si j'arrive à mettre ma dernière diapo, ça y est, c'est que comme moi, je pense que vous êtes débordés dans vos services de réanimation et que donc, il faut peut-être aller à l'essentiel et en tout cas à l'indication prioritaire. Voilà, je vous remercie.